Dans l'aéroport de Kotoka à Accra, les haut-parleurs résonnaient dans un brouhaha de langues et d'accents. Marie se tenait debout près de la porte d'embarquement, sa main posée tendrement sur son ventre arrondi. Elle était à 8 mois de grossesse. Ses jambes fatiguées tremblaient légèrement, mais ses yeux gardaient cette lueur farouche d'une femme qui croit encore en ses rêves. Elle avait quitté le Ghana seule. Pas par choix, mais par devoir. Son fiancé, un ingénieur vivant à New York, n'avait pas pu venir à temps pour la naissance. Et Marie, fière et déterminée, avait refusé d'accoucher sans lui. C'était son premier enfant, et elle voulait que ce bébé vienne au monde dans un pays où, pensait-elle, tout serait plus juste. Elle ignorait encore que la justice, parfois, ne franchit pas les frontières. Elle embarqua dans le vol 718 de Global Airways, destination New York. La cabine était fraîche, calme. Les passagers s'installaient, quelques enfants riaient dans les rangs du fond, et les agents de bord souriaient mécaniquement, comme si chaque sourire était une règle à appliquer. Marie prit place côté couloir, ses documents bien rangés dans son sac à main. Elle portait une robe blanche en coton, simple, légère, cadeau de sa mère. Un symbole de pureté, disait-elle. Mais à mesure que les heures passaient, la tranquillité céda sa place à une tension sourde. À 33 000 pieds d'altitude, dans cet espace confiné entre ciel et terre, le destin allait s'écrire au prix de douleur et de courage. Vers la 6e heure de vol, une douleur sourde lui transperça le bas-ventre. Marie ferma les yeux, respirant profondément, croyant d'abord à un faux travail. Mais une minute plus tard, la douleur revint, plus intense. Elle comprit alors, le bébé ne voulait plus attendre. Elle se leva lentement, titubant dans l'allée. Le sang commença à couler le long de ses jambes, tachant sa robe blanche. Une passagère poussa un cri discret. Marie s'appuya à un siège, haletante. « Excusez-moi, s'il vous plaît, aidez-moi. » Une hôtesse de l'air, alertée, se précipita. Blanche, la cinquantaine, impeccablement coiffée, regard rigide. « Ma'am, what is the problem ?» Marie tenta de parler, mais un cri de douleur lui échappa. « Je crois que je vais accoucher. » L'hôtesse recula instinctivement, comme si Marie venait d'annoncer qu'une bombe allait exploser. « You, what ?» Elle fixa les taches de sang, puis leva la voix. « This is not acceptable. You should be never boarded in your condition. » Les passagers commencèrent à tourner la tête. Des murmures. Des regards surpris. Certains sortaient leur téléphone. Mais Marie restait au milieu de l'allée, à moitié pliée, son ventre contracté. L'hôtesse fit signe à une collègue. « Call the captain. Tell him we have a situation. This woman is about to give birth and she need to be removed at the next stop. » Marie, les yeux remplis de larmes, murmura. « Pourquoi vous me parlez comme ça? Je ne contrôle pas le moment où mon enfant arrive. »« You should be talked about that in Africa » rétorqua l'hôtesse froidement. Un silence glacial tomba. La tension était palpable. Mais une voix douce se fit entendre, ferme et claire. « Elle ne va nulle part. » C'était une femme noire, assise 3 rangées plus loin. Cheveux gris, lunettes fines, l'allure d'une sage. Elle se leva. « Je suis médecin. Cette femme est en train de donner la vie. Elle a besoin de soutien, pas d'humiliation. » L'hôtesse tenta de s'imposer. « This is airline protocol. »« Non, c'est du racisme, » répondit la femme. « Et aujourd'hui, ça ne passera pas. » Un jeune homme se leva aussi, infirmier. Puis une autre femme, étudiante en médecine. Bientôt, plusieurs passagers encerclèrent Marie pour la soutenir, ignorant les ordres de l'équipage. Une passagère sortit une couverture de son sac. Une autre apporta des bouteilles d'eau. Ensemble, ils formèrent une barrière humaine. Marie fut doucement installée au sol, dans l'espace de la première classe. Des coussins furent glissés sous sa tête. Les gants en plastique du service furent réquisitionnés. Une serviette fut tendue comme rideau improvisé. Dehors, au-delà des hublots, le ciel semblait suspendu dans un silence sacré. Mais à l'intérieur, tout était chaos maîtrisé. Marie poussait, tremblait, criait. Le sang coulait. Les respirations étaient haletantes. Les encouragements pleuvaient. Les passagers avaient oublié qu'ils étaient des inconnus. Ils étaient devenus une équipe, une famille temporaire, unis par l'urgence de la vie. Puis,
Enfin, un cri. Un cri faible, humide. Le premier souffle d'un être humain venu au monde au-dessus de l'Atlantique. Le silence se brisa. Des applaudissements éclatèrent. Marie pleurait, la poitrine soulevée par l'émotion. Dans ses bras, une petite fille, couverte d'un drap blanc. Elle s'appelle Hope, dit-elle dans un souffle. L'hôtesse, elle, resta figée à l'arrière de la cabine. Elle avait été filmée, insultant, menaçant. Son visage était déjà partout sur les téléphones. À l'atterrissage, la police attendait, mais pas pour Marie. Les agents saluèrent le courage des passagers et escortèrent l'hôtesse hors de l'avion. Un officier regarda Marie dans les yeux et dit simplement « Welcome to America, ma'am ». Dans les jours qui suivirent, la vidéo fit le tour du monde. Les journaux titrèrent « Naissance à 33 000 pieds, une mer Noire humiliée, un équipage divisé, un miracle humain ». Des millions de personnes signèrent une pétition pour soutenir Marie. L'hôtesse fut suspendue, puis renvoyée. Mais plus encore, Marie devint un symbole. Elle fut invitée à parler dans des écoles, des conférences. Elle raconta son histoire, non pas pour se plaindre, mais pour sensibiliser. Pour montrer ce que l'humanité peut accomplir quand elle se lève, même à 33 000 pieds. Elle créa une fondation, Hope in the Sky, qui fournit un soutien médical et juridique aux femmes migrantes en situation de vulnérabilité. Quant à Hope, l'enfant né dans le ciel, elle grandit dans un monde où l'amour et la haine cohabitaient. Mais elle savait déjà de quel côté elle voulait se battre. Marie avait été hébergée temporairement dans un centre d'accueil pour mères célibataires à Brooklyn. Elle n'était pas seule. D'autres femmes, venues d'Amérique latine, d'Asie ou d'Afrique, se partageaient les couloirs de ce bâtiment ancien où l'espoir tenait parfois à un simple sourire ou à un lit chaud. Mais Marie ne baissa jamais les bras. Elle se levait chaque matin à 5 heures, nourrissait Hope, puis descendait dans la cuisine pour aider les bénévoles. Elle parlait peu, mais ses gestes étaient pleins de dignité. Peu à peu, on apprit à la connaître. Sa douceur, son courage, son intelligence. Elle avait laissé derrière elle une carrière de professeur d'anglais au Ghana, et ici, on la regardait parfois comme une étrangère sans diplôme. Mais les mots, les idées, la langue, elle les maîtrisait mieux que quiconque. Hope grandissait entre les murs du centre. Elle dormait contre sa mère, écoutait ses battements de cœur, ses berceuses en twi et en français. Elle apprenait vite. Elle ne marchait pas encore qu'elle tendait déjà la main vers les livres de contes. Une éducatrice lui dit un jour « Cet enfant n'a pas seulement été porté par une mère. Elle a été portée par une lutte. Elle sent déjà l'injustice. » Quand Hope eut 3 ans, Marie obtint un logement social dans le Bronx. C'était petit, modeste, mais c'était à elle. Un sanctuaire. Marie y accrocha la photo de l'accouchement dans l'avion, encadrée. Ce moment marquait la ligne de départ d'une nouvelle vie. Entre-temps, la fondation Hope in the Sky grandissait. Grâce à des dons venus du monde entier, Marie réussit à embaucher 2 juristes et une infirmière. Elle visita des centres de détention pour femmes sans papier. Elle écrivit des lettres au Congrès. Elle interpella les compagnies aériennes sur leurs protocoles d'urgence. Et elle parlait, toujours, avec cette voix calme et puissante. Ce n'est pas juste mon histoire. C'est celle de toutes les femmes qu'on a fait taire, exclues à cause de leur couleur, de leur ventre, de leur silence. Hope grandit dans l'ombre de cette mère lumière. À l'école, elle parlait anglais avec l'accent de New York, mais à la maison, sa mère lui parlait twi. Elle lui enseigna les proverbes, la danse, l'histoire. Elle lui disait souvent « Ne laisse jamais ta naissance dans l'avion devenir une anecdote. C'est ton cri de guerre. » À 8 ans, Hope écrivit un poème. « Je suis né entre les pays là où les frontières n'existent pas, je suis la fille de l'air libre, noire et debout. » Marie pleura en silence en lisant ces lignes. Puis vint l'adolescence. Et les blessures du monde commencèrent à mordre. À 12 ans, Hope fut victime de moqueries à l'école. « Tu n'es même pas né ici », lui lançait-on. Une enseignante, ignorant son histoire, osa dire « Si seulement votre mère avait attendu un peu avant de venir ici. » Hope rentra en larmes. Marie l'écouta, puis lui tendit un livre. « Lis, ma fille. Lis jusqu'à ce que tu sois plus forte que ceux qui ignorent. Quand tu sais qui tu es, rien ne peut t'éteindre. » À 15 ans, Hope prit la parole pour la première fois lors d'un rassemblement de femmes migrantes. Sa voix tremblait d'abord.
Puis elle parla avec feu. Je suis la preuve vivante que la dignité ne se demande pas, elle se revendique. Ma mère aurait pu mourir dans cet avion, mais elle m'a donné la vie, et elle s'est donné une mission. Aujourd'hui, je poursuis ce combat. L'ovation fut longue. Et à la sortie, une jeune Mexicaine lui glissa un mot. Tu m'as redonné envie de me battre. Hope devint un symbole à son tour. Pas parce qu'elle était née dans un avion, mais parce qu'elle avait compris que ce moment n'était pas un miracle, mais une responsabilité. Elle devint avocate. Elle intégra Columbia University avec une bourse pleine. Elle porta des dossiers de femmes exploitées, battues, ignorées. Elle écrivit dans des revues, participa à des documentaires. Mais jamais elle n'oublia ses origines. Elle refusait les invitations à la télévision sensationnaliste. Elle disait toujours « Je suis née en hauteur, mais je vis les pieds sur terre ». Quand elle eut 25 ans, elle accompagna sa mère au Ghana. C'était la première fois que Hope foulait le sol africain. À l'aéroport, on les accueillit avec des fleurs, des chants, des femmes habillées de blanc. Marie pleura. Hope aussi. Elles visitèrent l'école où Marie enseignait. L'ancienne classe était toujours là. Sur le tableau, une phrase était inscrite à la craie blanche. Chaque enfant est une réponse que le monde n'attendait pas. Marie la lut à voix haute. C'est ce que je disais à mes élèves. Et tu es ma réponse, Hope. Hope l'embrassa, longtemps. Puis elle posa une pierre sur le sol. Ici, je construirai une école pour les filles. Pour qu'aucune ne se sente étrangère, même dans son propre pays. Et elle le fit. 3 ans plus tard, l'école ouvrit ses portes. Son nom, The Doctor of the Sky. L'histoire de Marie et Hope continua à inspirer des générations entières. Pas parce qu'elle était spectaculaire, mais parce qu'elle était vraie. Une femme noire debout dans la douleur. Une enfant née dans le rejet, mais élevée dans l'amour. Et un monde, peut-être, un tout petit peu changé. Hope a maintenant 55 ans. Son nom résonne dans les universités, les cours de justice, les couloirs des Nations Unies. Mais elle marche toujours comme sa mère lui a appris, droite, humble et attentive à ceux qui ont moins que rien. Elle est devenue juge fédérale à New York. Une des plus jeunes à occuper ce poste à l'époque. Elle a refusé les chaînes d'information, les interviews à sensation, les couvertures de magazines vides de sens. Elle a préféré écrire, publier, parler dans les écoles. Et défendre, sans relâche, les voix étouffées. Mais malgré tout ce que le monde lui donnait, Hope revenait toujours là où tout avait commencé, aux côtés de Marie. Marie, elle, avait vieilli dans la paix. Son visage s'était ridé, mais sa voix était restée ferme. Elle vivait dans la maison que sa fille lui avait achetée à Accra, sur une colline qui surplombait l'océan. Le matin, elle marchait pieds nus dans le jardin, les mains dans la terre. Le soir, elle récitait des poèmes à ses petits-enfants. Hope avait eu 2 enfants, des jumeaux, Ama et Elia. Elle les avait élevés avec la même rigueur, la même douceur. Ils avaient grandi entre 2 mondes, celui de la justice et celui de la tendresse. Ama devint infirmière humanitaire. Elia, enseignant d'histoire africaine. Et chaque année, toute la famille se retrouvait dans l'école de Hope au Ghana, The Doctor of the Sky. Elles y organisaient une grande fête. Les filles portaient des robes blanches, les mères aussi. Et au centre, toujours, on voyait Marie et Hope, main dans la main. Un jour, un journaliste venu de France demanda à Hope. « Madame, pourquoi ne vous êtes-vous jamais lancée en politique? Vous auriez pu devenir ministre, présidente même. » Hope lui sourit, puis répondit. « Parce que je crois davantage aux graines qu'on plante qu'aux discours qu'on lance. La politique passe, mais l'éducation reste. Ma présidence, c'est chaque enfant qui ose rêver. » Ce jour-là, Marie était assise juste à côté d'elle. Elle posa la main sur le bras de sa fille et murmura. « Tu as fait bien plus que moi, Hope. Tu as fait pousser des forêts là où je n'ai semé qu'un arbre. » Hope répondit. « Maman, cet arbre, c'était toi. Sans toi, je serais tombée dans cet avion, et on m'aurait oublié. » Les années passaient. Marie tomba malade à l'âge de 89 ans. Une maladie des poumons, lente, silencieuse. Elle n'avait jamais fumé, jamais bu. Mais le temps, lui, boit la jeunesse de tous. Hope quitta ses fonctions,
demanda un congé exceptionnel, et resta près de sa mère jour et nuit. Elle la lavait, lui lisait des contes, lui chantait les berceuses de leur passé. Le dernier jour, Marie ouvrit les yeux, regarda sa fille, et dit doucement « Je t'ai mise au monde dans un ciel sans terre. Aujourd'hui, je retourne à la terre avec le cœur apaisé. Continue d'élever les femmes comme tu l'as fait. Et n'oublie jamais, tu es née debout. » Puis elle ferma les yeux, et s'en alla sans bruit. Hope pleura longtemps. Mais elle ne laissa jamais la douleur effacer l'élan. Elle fonda la maison Marie-Affy, une clinique gratuite pour les femmes migrantes enceintes, à l'aéroport JFK de New York. Elle y fit graver une plaque. Ici, toute femme qui donne la vie est accueillie avec dignité. Peu importe son passeport, sa couleur ou son silence. À la mémoire de Marie, qui a transformé une douleur en flambeau. À 70 ans, Hope donna un discours à Harvard, devant des milliers d'étudiants. Elle termina ainsi. « Je suis née dans un avion. Entre deux pays, entre deux regards. On voulait m'expulser. Mais une femme, ma mère, s'est dressée dans la douleur. Grâce à elle, je suis devenue une voix. Alors à tous ceux qui doutent, sachez qu'il suffit parfois d'un battement d'aile pour défier le vent. » Et le public se leva. Longtemps. Et toi qui lis cette histoire, souviens-toi. Chaque naissance est une révolution. Chaque mère est une héroïne silencieuse. Et chaque enfant, une lumière qui cherche une terre pour grandir. Elle avait 16 ans. Une peau sombre comme la nuit, des yeux aussi brillants que la vérité, et des rêves plus vastes que les murs de sa maison en tôle ondulée à Nairobi. Nia n'était ni célèbre, ni attendue. Elle était née d'une mère courageuse, abandonnée par un père qu'elle n'avait jamais connu. Elle allait à l'école avec des chaussures dépareillées, mangeait parfois une seule fois par jour, mais elle lisait comme si chaque mot pouvait la sauver. Un jour, alors qu'elle fouillait dans une boîte de livres donnée par une ONG, elle trouva une vieille brochure froissée. C'était un article sur Hope Affy Mensah, une femme née dans un avion, rejetée à la naissance, devenue juge, militante, éducatrice. Une photo d'elle, en robe noire, debout sur un podium à l'ONU, les bras croisés, le regard déterminé. Nia lut l'histoire 3 fois, puis une 4e. Puis elle regarda sa mère, accroupie devant le feu de cuisine, et lui dit « Maman, un jour, moi aussi je défendrai les femmes. Même si je dois partir d'ici à pied. » Ce soir-là, elle ne dormit pas. Elle prit un cahier vide, écrivit en haut « Nia, journal pour ne pas oublier. » Et chaque jour, elle écrivait. Et les injustices qu'elle voyait. Et les rêves qu'elle avait. Et les questions qu'on lui posait, et auxquelles elle promettait de répondre un jour. À l'école, on se moquait d'elle. Elle parlait comme une adulte, selon ses camarades. Elle refusait les avances de garçons plus âgés. Elle refusait de vendre son silence pour quelques shillings. Mais elle tenait bon. À 18 ans, elle gagna une bourse pour le Ghana. Une compétition d'essais sur les femmes et la justice l'emmena à l'école The Doctor of a Sky. C'est là qu'elle entra pour la première fois dans une salle dédiée à Hope. Un couloir avec des portraits, des témoignages, des robes de juges. Et, au centre, la robe blanche tachée de sang. Elle resta figée. Elle s'approcha. Elle tendit la main. Et toucha la vitre. Un mot était gravé en dessous. Cette robe n'est pas une relique. C'est un rappel. N'abandonne jamais. Nia pleura. Mais pas de tristesse. Elle pleura d'appartenance. Elle savait que sa voix comptait. 10 ans plus tard, Nia est devenue avocate. Elle dirige une clinique légale mobile pour femmes réfugiées entre l'Afrique de l'Est et l'Europe. Elle a été arrêtée, menacée, mais jamais brisée. Elle a été invitée à parler à New York. Et dans la salle se trouvait Ama Mensah, la fille de Hope. Après le discours, Ama s'approcha de Nia. « Tu me rappelles quelqu'un, dit-elle. Tu parles avec le feu. » « Ce feu, répondit Nia, c'est Hope qui me l'a transmis. Sans elle, je ne serais qu'une ombre. Ama la serra dans ses bras. Et ce jour-là, elles signèrent ensemble la création d'un nouveau programme international. From Sky to Swal, de l'air à la terre. Un réseau mondial pour soutenir les jeunes filles invisibles, dans les quartiers oubliés, dans les camps de réfugiés, dans les écoles sans livres. Son nom est Aïssata. Elle a 14 ans.
Elle vit dans le sud de la France, dans un quartier qu'on appelle zone sensible, mais qu'elle appelle mon royaume. Ses parents sont maliens. Sa mère travaille comme aide à domicile. Son père était ouvrier du bâtiment, mais depuis l'accident, il ne parle presque plus. Elle est l'aînée de 5 enfants. Et à l'école, elle est celle qui parle trop bien pour une fille de cité. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que chaque soir, quand tout le monde dort, Aïssata écoute des vidéos sur YouTube. Pas des clips. Pas des influenceurs. Des discours. Des témoignages. Des récits de femmes puissantes. C'est là qu'elle tombe sur une vidéo. Une histoire racontée avec passion, en français. La miniature, une femme noire enceinte, en robe blanche tachée de sang. Le titre, elle a accouché dans l'avion. Il voulait la jeter dehors. C'est l'histoire de Hope. Racontée avec force. Traduite par une chaîne appelée Histoire d'existence. Aïssata est hypnotisée. Elle la regarde en entier, 2 fois. Puis elle se lève, écrit sur son miroir avec un rouge à lèvres. Je suis Hope. Elle commence à écrire des poèmes. À parler de dignité. De courage. De femmes invisibles. À 15 ans, elle poste une première vidéo sur TikTok. Ce n'est pas parce que tu es né dans un quartier pauvre que ton cœur est petit. Ce n'est pas parce que tu es noir que tu es né pour te taire. Si Hope a pu naître dans un avion et devenir juge, alors moi, je peux devenir présidente. La vidéo explose. 100 000 vues en 2 jours. Puis 1 million. Elle devient une voix. Elle commence à intervenir dans les écoles, à créer des groupes de parole pour filles. Elle écrit son premier livre à 16 ans. Fille de la terre, fille du ciel. Elle y rend hommage à Hope, Marie, Nia, et à sa propre mère. À 18 ans, Aïssata est invitée à parler à l'ONU. Dans la salle se trouvent Nia et Ama, qui dirigent ensemble le programme From Sky to Swal. Aïssata monte sur scène. Elle respire. Et dit « Je suis née dans une tour. Entre le béton, les jugements et les silences. Mais j'ai entendu la voix d'une femme née dans un avion. Une femme qu'on voulait effacer avant même qu'elle ne vive. Elle ne m'a jamais connue. Mais elle a changé ma vie. Je suis ici grâce à elle. Alors aujourd'hui, je vous dis ceci. Peu importe d'où vous venez. Le ciel ne connaît pas vos papiers. La dignité ne connaît pas vos frontières. » Silence. Puis applaudissements. Long. Profond. Nia essuie une larme. Ama pose sa main sur son cœur. Et quelque part, dans le vent du soir, une voix semble souffler. Tu as bien grandi, Hope. Et toi, lecteur, auditeur, créateur, tu vois comme une seule histoire. Un simple cri de justice dans un avion peut traverser les océans, les générations, les langues, et rallumer les cœurs éteints. Année 2043. Le monde a changé. Les crises climatiques, les conflits, les vagues de migration, mais aussi les victoires, les unions inattendues, les voix levées. Et parmi les grandes institutions mondiales, une nouvelle est née. Un mouvement. Pas une ONG. Pas un parti politique. Un serment. Son nom. Colombo Alliance, l'Alliance Hope. Un réseau mondial de femmes et d'hommes formés à la justice, à l'éducation, à la paix. Des écoles. Des cliniques mobiles. Des radios communautaires. Des programmes de mentorat dans les camps de réfugiés, les zones rurales, les quartiers oubliés. À sa tête, 3 femmes. Ama Mensa, la fille biologique de Hope. Nia Kimani, avocate d'Afrique de l'Est. Aïssata Traoré, poétesse devenue ambassadrice de la paix. Mais ce jour-là, l'ambiance est grave. Car une fillette de 10 ans, nommée Mariam, vient d'être arrêtée à la frontière entre 2 pays européens. Sans papier, sans famille, sans défense. Son crime, avoir fui la guerre et avoir récité un poème sur l'histoire d'une femme noire dans un avion. Les autorités disent qu'elle ment, qu'elle n'a aucun droit. Mais dans une vidéo devenue virale, on la voit crier aux policiers. Elle s'appelait Hope. Elle n'a pas eu peur de naître dans le ciel. Vous ne pouvez pas m'écraser. Le monde s'émeut. Et l'Alliance Hope décide d'agir. Jour du procès.
Des journalistes du monde entier sont là. Ama, Nia et Aïssata entrent dans le tribunal. Elles ne portent pas de costume. Elles portent toute une robe blanche, avec une petite tache rouge cousue sur le cœur. Elles demandent à parler. Le juge hésite. Mais devant la pression médiatique, il accepte. Aïssata prend la parole. Votre honneur. Si une enfant récite un poème au lieu de porter une arme, si elle évoque une femme qu'elle n'a jamais connue, si elle croit à la justice plus qu'à la peur, alors ce tribunal n'a pas besoin de loi. Il a besoin de mémoire. Puis Nia avance. Il y a 30 ans, une femme a été insultée dans un avion parce qu'elle était noire, enceinte et en douleur. Elle a survécu. Et elle a donné naissance à une révolution. Aujourd'hui, cette petite fille est la preuve vivante que ce combat continue. Ama, les larmes aux yeux, conclut. Je suis la fille de cette femme. Et si vous rejetez Mariam, vous rejetez aussi l'histoire de toutes celles qui ont cru, malgré tout. Silence. Le juge se retire. Pendant des heures. Puis il revient. Et dit. En mémoire de Hope Afi Mensa. Et pour l'avenir de toutes les Mariam du monde. Ce tribunal proclame libération immédiate et naturalisation humanitaire. Applaudissements. Des cris de joie. Des larmes. Mariam court dans les bras d'Aïssata. Et murmure. Un jour, moi aussi j'écrirai des histoires. Des vraies. Et maintenant, toi qui lis cette histoire. Vois-tu? Elle a commencé dans un avion. Elle a continué dans des quartiers oubliés. Elle s'est étendue dans les écoles, les tribunaux, les cœurs. Elle est devenue un mouvement. Un héritage vivant. Mais elle n'est pas terminée. Souhaites-tu que je continue encore? En suivant Mariam? Ou un nouveau personnage? Ou même, en imaginant ce que ferait Hope si elle était encore là, âgée mais vivante? Dis-moi. Je suis prêt. L'histoire de Hope, de son combat, de la naissance dans un avion où l'injustice a failli l'écraser, est devenue bien plus qu'un simple récit. Elle est devenue symbole. Symbole de résilience, de dignité et de lutte contre l'oppression. À travers Aïssata, puis Mariam, cette flamme s'est transmise de génération en génération, illuminant les chemins sombres, éveillant les consciences endormies. Des voix autrefois silencieuses ont trouvé le courage de s'exprimer. Des barrières invisibles ont commencé à tomber. L'Alliance Hope, née d'une douleur, s'est imposée comme un phare, guidant des milliers d'âmes vers la justice et l'espoir. Parce que chaque naissance est un miracle. Parce que chaque vie mérite d'être respectée, défendue, célébrée. Et même si le chemin reste long, ardu, parsemé d'obstacles, la certitude demeure. L'injustice ne peut pas étouffer la vérité. La peur ne peut pas vaincre le courage. Et l'amour, la solidarité, sont plus forts que tout. Hope est née dans un avion, mais elle a grandi dans le cœur du monde. Elle nous rappelle que nous pouvons tous être le changement. Que nous pouvons tous être cette lumière, même dans les moments les plus sombres.